Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube, édition spéciale ce soir. Nous recevons, comme chaque année, sur ce plateau, 3 anciens invités de Réussite pour savoir ce qu'ils sont devenus. Je vous propose de les découvrir dans ce sommaire. Dans cette émission, 3 invités et 3 entreprises qui ont choisi d'innover, chacune dans leur registre. Avec tout d'abord Aukenit, invité en 2005 sur le plateau de Réussite. 15 ans après, Marc Thonon est toujours à la tête de cette entreprise, pionnière dans son secteur, la création audiovisuelle s'appuyant sur la technologie 3D. Constamment en R&D, Aukenit s'est adapté aux révolutions technologiques successives et s'est lancé 2 nouveaux défis, la 3D en temps réel et le scan 3D. Vous découvrirez ce qui se cache derrière ces mots dans l'émission. Avec Aukenit, bienvenue dans le futur. Gros plan ensuite sur le groupe Tourisme, Nature et Patrimoine, qui détient plusieurs établissements touristiques, dont notamment le domaine de la Forêt d'Orient, avec son hôtel et son golf. Christian Aubertin co-dirige ce groupe depuis 2003, avec un objectif, développer la clientèle en utilisant le web comme force marketing. C'était vrai en 2009, lorsqu'il était pour la première fois dans notre studio. C'est encore plus vrai aujourd'hui, 11 ans plus tard, même si les outils sur Internet ont bien changé. Enfin, dernier invité, Carbonex, basé à Gier-sur-Seine. En 2011, l'un de ses dirigeants, Pierre Solermi, nous racontait à l'époque la mutation de son entreprise. Au départ spécialisée dans la fabrication de charbon de bois pour barbecue, Carbonex envisageait d'exploiter l'énergie utilisée pour cette première activité afin de fabriquer de l'électricité. Ce qui n'était qu'un prototype en 2011 est devenu réalité avec des ambitions de conquête de marché, une levée de fonds de 65 millions d'euros et un deuxième site de production prévu dans la région de Bordeaux. Réussite va vous raconter cette très belle aventure. Marc Thonon, bonsoir. Votre société, on l'a dit, est spécialisée dans la communication audiovisuelle, avec souvent beaucoup de technologies, 3D notamment, dans vos réalisations. Pour résumer, aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu votre entreprise? Quelle est sa taille? Quels sont ses clients? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qu'il y a 15 ans déjà? Dans l'ordre, on a grossi, on est actuellement 20, parce que je prends en compte la société qui est à Reims, ils sont 4, on est 16 à 3. Le domaine d'activité a évolué en fait parce que c'est une société qui n'a pas de service commercial propre et nos clients nous ont un peu recommandé et on travaille maintenant pour l'industrie, le médical, l'archéologie, la communication territoriale. C'est très varié, c'est ce qui nous enrichit. Depuis 2005, votre première venue dans Réussite, vous avez suivi toutes les évolutions technologiques liées à votre secteur et elles ont été nombreuses quand même. En fait, on est arrivé ici où il y avait pas de 3D et puis l'image de synthèse était un petit peu précurseur dans les secteurs industriels. Donc, quand on est arrivé, il n'y avait pas de CAO à proprement dit. Les choses ont évolué, on a suivi, on a travaillé avec des outils de plus en plus performants. Et actuellement, depuis 2010-2015, on a évolué vers des nouvelles technologies qui utilisent la 3D, mais qui sont plus proches de la technologie des jeux vidéo. Alors justement, nous sommes penchés sur 2 activités en pleine expansion au sein d'Aukenit, la 3D en temps réel et le scan 3D. Vous allez voir dans ce reportage qu'on peut très facilement voyager dans le passé et reproduire de manière précise et toujours en 3D le monde qui nous entoure. Aurélie Juignet nous raconte tout cela. On fait un bref voyage en 2005, date de votre première émission, et on revient au présent. Regardez. L'équipe de la société Aukenit réalise de l'imagerie 3D et vidéo pour des secteurs d'activité très variés. Ainsi, elle compte parmi ses clients des grands groupes de communication, des cabinets d'architectes et autres industries et administrations. Ces missions vont de la création d'images publicitaires à celle de films didactiques avec pour unique outil de travail l'ordinateur. Si l'ordinateur reste au cœur du processus créatif, Aukenit a bien sûr bénéficié de l'évolution des technologies numériques. Aujourd'hui, l'équipe est par exemple capable de produire des environnements en 3 dimensions immersifs qui s'adaptent en temps réel au positionnement et aux actions de l'utilisateur, comme ici pour un site gallo-romain à visiter en réalité augmentée. Donc on a tout refait en 3D temps réel, on va voir, là on peut vraiment se balader dedans, on va pouvoir avancer. C'est un musée en fait où c'est des ruines romaines, donc il n'y a pas grand chose qui dépasse du sol.
Donc l'idée justement, c'est d'avoir un peu une tablette qui fait un peu une fenêtre vers le passé et une fois qu'on a scanné un panneau justement, de se balader un petit peu. Voilà, on voit bien qu'on avance et qu'on peut regarder un petit peu, il y a l'eau, on voit qu'il y avait un grand bâtiment de commerce à côté qui était très très grand. Donc ça n'existe plus du tout. On a vraiment la réalité augmentée qui permet d'avoir vraiment 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que c'est vraiment un monde en 3D, donc c'est un petit jeu vidéo, et on se balade dedans, on peut regarder, on peut se baisser, on peut se pencher, on peut avancer. C'est beaucoup plus technique à faire. C'est beaucoup plus complexe au niveau contenu, au niveau 3D. Des industriels peuvent aussi utiliser cette technologie pour présenter le fonctionnement d'une machine imposante sans avoir à la déplacer. Autre innovation, un scanner qui permet en quelques minutes de modéliser un objet en 3D de façon très précise grâce à de multiples photographies utiles pour l'étude de pièces archéologiques. Voilà le résultat de ce qu'on appelle du scan brut sans la texture. Ce qui est intéressant, c'est que cette étape-là permet de voir beaucoup de détails qu'on ne voyait pas à cause de la couleur. Et cette modélite-là, maintenant, elle est préservée à vie. Ce fichier-là, je peux l'envoyer à l'autre bout du monde pour un expert qui soit à Shanghai, aux États-Unis, puisse analyser directement le fichier. C'est une façon aussi de capter le data de façon volumique et on voit bien que la précision est telle qu'elle peut servir pour la science parce que d'une part, en conservant les volumes, on peut les comparer virtuellement avec des systèmes d'intelligence artificielle, les cataloguer automatiquement. C'est une des pistes que l'on est en train de voir. Et on participe aussi à la conservation de ce patrimoine qui se dégrade avec le temps et qui se perd. On peut faire des tas de choses qui ne sont pas encore inscrites dans les protocoles, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses à inventer. Ces modèles en 3 dimensions facilitent également la reproduction de ces objets parfois fragiles en différentes matières et à n'importe quelle échelle. Marc Tenon, dans votre domaine, il y a sûrement maintenant beaucoup plus de concurrence qu'avant. Vous étiez pionnier il y a 15 ans. Maintenant, avec une technologie de plus en plus accessible, il y a forcément des concurrents. Comment vous faites face à cette concurrence ? Tentaculairement. C'est-à-dire qu'on a des pieds un peu partout sur différents domaines. Et on s'est rendu compte qu'actuellement, les développements d'entreprise sont assez monotâches. Et j'aime bien ce côté complètement dispersé que l'on a, qui me va bien d'ailleurs, et qui nous permet... un peu dans ce reportage d'ailleurs. Voilà, et qui nous permet d'agréger des informations prises dans un domaine comme le scan 3D, comme un peu maintenant l'intelligence artificielle, comme des analyses pures de data et de représentation de data sur de la cartographie. Tout ça fait qu'on on apporte des nouvelles choses. Et il y a tellement de choses à inventer que même s'il y a des concurrents, de toute façon, moi je pense que j'ai toujours dit que 1 + 1 = 2 dans le milieu des affaires. Et voilà. Alors, l'un des secrets de votre réussite, cette dispersion, c'est peut-être aussi cette créativité qui vous anime. D'ailleurs, vous n'hésitiez pas en 2005, dans notre studio, ce n'était pas celui-ci, à vous amuser de la technologie. On va regarder un rapide extrait de cette émission en 2005, il y a 15 ans. Ouais. Le deuxième pôle qui est en train d'être monté, c'est celui d'une structure de production. Donc là, c'est création d'un studio de prise de vue avec des outils adéquats qui ressembleraient au studio qu'on trouve sur Paris, avec des outils en place pour pouvoir proposer des tournages en fond bleu. Donc c'est les tournages pour faire des effets spéciaux. Un effet spécial comme ceci, là je vais disparaître devant vous. Vous voyez, ça y est, je suis virtuel comme les images, c'est parfait. Donc ça, nous allons le créer, c'est en cours là, toujours à la Technopole. Il y a quelque chose, ça vous résume peut-être, c'est ce côté émerveillé, toujours à l'affût de la nouveauté et toujours d'une façon enthousiaste. Ah bah, peut-être que je ne change pas de ce côté-là. Et d'ailleurs, j'ai prévu cette année, comme la rediffusion, mais là pour montrer quelque chose de nouveau, c'est qu'actuellement, on a toujours travaillé sur des images fixes. Vous voyez, elle ne bouge pas, cette image qui ne bouge pas. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est imaginer qu'il y a un fil virtuel entre cette image et des serveurs. Et votre image, elle va changer, le petit message au-dessus va changer, mais directement sans l'action d'une seule personne. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui, en fonction de certains paramètres, va influer sur cette image. Donc l'avenir, je ne peux pas vous le montrer comme ça, parce qu'on y travaille, mais c'est la data visualisation. Les images continuent à vivre toutes seules, ne sont plus figées, elles sont en fin de compte connectées en permanence avec un système de data et analysées éventuellement pour une intelligence artificielle. Justement, c'est l'intelligence artificielle qui est un des projets de ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et il ne vous le montrera pas, mais il est capable pratiquement de vous faire amener un dinosaure, un petit dinosaure ici, vous mangez l'oreille, etc. Ça, c'est la télévision du futur et peut-être... une prochaine collaboration entre nous deux. Il faut nous rajeunir. On se retrouve dans un instant pour la suite de Réussite. Nous allons parler tourisme et redécouvrir un lieu bien connu dans l'Aube, le domaine de la Forêt d'Orient. A tout de suite.
Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Deuxième partie des réussites où nous recevons d'anciens invités qui nous parlent de leur développement depuis leur passage dans l'émission. Et en 2009, nous recevions Christian Aubertin, co-gérant de TNP, un groupe qui possède entre autres plusieurs hôtels, le Moulin du Landion, à Dolencourt et le domaine de la Forêt d'Orient. Christian Aubertin, même question que tout à l'heure avec notre ami Marc. À quoi ressemble votre groupe aujourd'hui? Combien d'hôtels vous avez? On ne va pas faire le Monopoly, mais combien d'hôtels vous avez aujourd'hui dans le groupe? Par rapport à 2009, il y en a un de plus. C'est le Dormeur du Val à Charleville-Mézières, qui a été repris en 2012. Et vous avez toujours le golf? On a toujours le golf. Et depuis 2009, le service nouveau qui a été créé, c'est le spa au domaine de la Forêt d'Orient en 2011. Combien de personnes êtes-vous aujourd'hui dans le groupe? Alors aujourd'hui, dans le groupe, il y a un peu plus de 60 personnes, mais la croissance en personnel a surtout été forte au domaine de la Forêt d'Orient, puisque cette heure-ci, il y a 48 salariés. Ce qui n'est pas négligeable, c'est un vrai paquebot, comme vous le dites souvent. C'est ça. Alors, depuis votre venue dans Réussite, vous avez développé vos hôtels en ayant une stratégie web et en attirant des touristes grâce à des propositions de voyage. Au départ, c'était de simples sites web en 2009. Et aujourd'hui, c'est devenu une véritable plateforme avec possibilité de réservation de nombreuses activités, comme réserver une place dans un musée ou bien justement la partie de golf que l'on voit à l'écran. Vous avez développé au fil des années la même idée directrice, permettre aux touristes de scénariser leur voyage en utilisant la force marketing d'Internet. Et je vous propose de découvrir le reportage de Christian Vira qui raconte justement toute cette histoire entre 2009 et 2020. En 2009, Christian Aubertin était l'invité de Réussite. Co-gérant du groupe hôtelier et touristique TNP, qui est constitué à la fois par le Moulin du Landion à Dolencourt, l'hôtel de la Forêt d'Orient et du golfe de Rouilly-Sassé. Pour assurer la pérennité de ces sites, Christian Aubertin développe des forfaits touristiques où les hôtels deviennent des éléments de l'offre. Leur commercialisation s'appuie sur l'engouement pour l'Internet. Pour toucher le maximum de monde en un minimum de temps. On a profité de cette technologie pour remonter, si je puis dire, l'économie des 3 hôtels. On a acquis la licence d'agence de voyage qui nous a permis de proposer des packages. On peut déjà y réserver une chambre. On pourra également très prochainement y réserver un parcours de golf. Plus d'une dizaine de sites en ligne pour aller à la rencontre des différents segments de clientèle. Et à partir de 2015, eh bien, comme les hôtels vivaient leur vie, l'agence de voyage a commencé à travailler sur une deuxième phase pour aller vers une place de marché. La place de marché apporte la souplesse de la collaboration entre prestataires. Aujourd'hui, peu importe le point d'accès, site ou application, grâce au système d'information centralisé, tous les acteurs sont reliés entre eux, un atout rassurant pour les clients. Il y a un système qui permet vraiment de composer dans son panier son séjour. Avoir dans une seule base de données plusieurs partenaires avec leur offre touristique, ce qui nous permet ensuite de les assembler et donc d'en faire des packages
qui se ferment en disponibilité si un des produits n'est pas disponible et qui nous permettent de mettre en valeur chaque produit simple en les associant ensemble autour de thématiques pour aller les marketer et les vendre ensemble, assemblés. Si vous réserviez votre hôtel le 21 et que l'activité finalement n'était pas disponible ni le 21 ni le 22, c'était compliqué. Aujourd'hui, on peut le faire avec 50 partenaires. Notre système prend la charge en fait de la répartition de l'argent entre les prestataires et de la répartition de l'information. S'allier et partager les bénéfices plutôt que se concurrencer, la base de données de la place de marché peut s'interfacer avec d'autres outils. Dans un contexte de mondialisation et face à des concurrents internationaux, Christian Aubertin a une formule choc pour expliquer l'intérêt de cette stratégie. Pour arriver à faire en sorte que le tourisme se développe, il faut chasser en meute. On ne peut pas imaginer que authenticbreak.com devienne booking.com. On a plutôt imaginé que peu importe par quel endroit rentrait le client, que ce soit par la cave de champagne, que ce soit par un hôtel, que ce soit par un site plus général, il pouvait trouver l'offre touristique. On reste infiniment petit dans la mondialisation. Et donc, une des façons, en fait, de développer nos territoires, de développer l'économie locale, c'est de travailler ensemble, c'est de créer des synergies. Cette synergie permet d'être visible sans subir des réductions de marge imposées par les plateformes mondialisées. Au-delà de la technique, la place de marché prévoit également un volet essentiel, une mise en relation humaine pour assister et conseiller, si besoin, les clients. Finalement, Christian Aubertin, votre croissance, vous êtes allé la chercher au-delà des hôtels avec une agence de voyage, en étant aussi presque finalement un facilitateur territorial. Oui, en fait, lorsqu'on a commencé à racheter les hôtels, on a eu le choix en fait de la stratégie. Donc, on a compris assez rapidement, puisque les 3 hôtels que nous avions repris étaient en difficulté économique, on a compris très rapidement les causes des difficultés. Et donc, on a fait le choix d'avoir une stratégie différente, qui est une stratégie, effectivement, de se rapprocher, en fait, de la clientèle à travers des technologies. Donc, de commercialiser en direct. Et c'est à partir de là que, lorsque les 3 hôtels ont été un peu sur les rails, l'agence de voyage qui avait la licence et qui a fait ce travail commence à voler de ses propres ailes. Mais dans le choix de cette stratégie, vous étiez jusqu'en 2017 adossé à une grande enseigne d'hôtels et vous avez décidé de le quitter, ce qui est plutôt ce qui est plutôt surprenant et contradictoire dans le milieu du tourisme qui généralement aime bien les marques. Et vous avez décidé de ne pas avoir une grande marque d'hôtel. Oui, c'est ça. Parce qu'en définitive, aujourd'hui, quand on regarde le marché mondialisé, vous avez d'un côté les leaders du marché, qui sont devenus des sociétés financières, principalement. Et puis vous avez les chaînes hôtelières qui, j'ai envie de dire, prendre une formule courent un peu derrière. Et nous, notre situation au niveau du domaine de la forêt d'Orient, en plein cœur d'un parc naturel régional, disons, la jonction d'une enseigne à connotation américaine dans un parc naturel régional faisait de moins en moins bon ménage. Donc on a fait le choix, en fait, de se situer sur le territoire et de le revendiquer, une structuration de l'offre touristique qui corresponde aux atouts du territoire. Une structure plus authentique, ça me ramène à Authentic Break. C'est ça. Est-ce que cette plateforme de réservation en ligne pourrait finalement vivre sa vie toute seule, séparée et est-ce que vous en avez envie ou est-ce que vous voulez plutôt le faire partager à d'autres? Alors moi, aujourd'hui, à cette heure-ci, c'est l'agence qui la supporte, qui la porte et qui la développe. L'idée un petit peu derrière la tête que j'ai exprimée auprès des partenaires, donc ils ne seront pas surpris, c'est peut-être qu'un jour, cette plateforme de marché puisse vivre sous une forme de coopérative pour contribuer au développement territorial à part entière. Merci Christian Aubertin. On revient vers vous dans la deuxième partie de l'émission. Après la pause, notre dernier invité, Philippe Solermi, directeur financier de Carbonex, quand la production de charbon de bois vous amène au développement durable. Une belle histoire. À tout de suite.
Le spécialiste des récompenses et des distinctions pour toutes les victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite ou pour se faire plaisir. Chris Coop, par son savoir-faire et son expérience, fera la différence. Camille vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi sur rendez-vous. Chris Coop, une autre manière de récompenser. Rendez-vous au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, à La Chapelle-Saint-Luc et aussi sur chris-coupe.fr. Dans la dernière partie de Réussite, vous allez découvrir l'histoire d'une transformation, celle de Carbonex à Gier-sur-Seine. Philippe Solermi, bonsoir. Bonsoir. Votre entreprise, c'est une entreprise familiale au départ. Exactement, oui, on est une entreprise familiale. On est 4 frères, on travaille à 3 ensemble. Et on est situé donc à Gier-sur-Seine, mais on a aussi des bureaux à Technopole de l'Aube. Et on travaille dans les énergies renouvelables et on transforme la biomasse en carbone. Et pendant cette transformation, qui s'appelle la pyrolyse du bois, eh bien, on produit des énergies, dont l'énergie verte, qui est l'électricité qu'on met sur le réseau, mais aussi de la chaleur. Alors, on va y revenir. Je vais juste faire un petit retour en arrière. En 2011, on recevait un de vos frères qui évoquait ici un projet qui était à l'état de prototype à l'époque, utiliser justement votre activité initiale, la production de charbon de bois, pour produire, fabriquer de l'électricité. Ça se passait au Brésil à l'époque. 9 ans plus tard, on a l'impression que vous n'avez pas dévié, que vous avez exactement, finalement, rempli cet objectif que vous étiez assigné il y a déjà 9 ou 10 ans. Exactement. Écoutez, il y a une dizaine d'années, on était une vingtaine de personnes. On a monté un bureau d'études pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec la valeur ajoutée du bois, finalement, parce que ce bois-là était uniquement transformé en solide, qui est le carbone, qui est pour nous le charbon de bois pour barbecue. Et on s'est dit, il y a quand même beaucoup d'énergie qu'il y a dans le bois, qui est sous-utilisée, voire pas utilisée. Donc avec le bureau d'études, on a essayé de trouver une solution pour produire une énergie supplémentaire avec du réseau chaleur, de la production électrique. On est passé d'une vingtaine de personnes à aujourd'hui 80. Eh bien justement, on va voir tout ça quand finalement le rêve de 2011 devient la réalité de 2020. C'est le reportage de Justine Brasier à Carbonex. Il y a quelques années, l'entreprise familiale Carbonex faisait le pari de relocaliser la production de charbon sur le marché français et de produire du charbon de bois de façon éco-responsable. La start-up souhaitait consommer et produire local. Un pari réussi puisque la matière première provient de 50 à 100 km autour du site. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de récupérer une ressource matière naturelle ici, la préserver sur le long terme et utiliser donc cette matière pour la consommation locale en France et éviter de l'amener de loin. Et il y a 10 ans, on commençait à peine les travaux de la première unité qui permettait de produire du charbon de bois, de l'électricité et de la chaleur sur le territoire français. Aujourd'hui, la start-up s'est adaptée au contexte environnemental et sociétal pour devenir éco-responsable. Dioxyde de carbone et gaz à effet de serre ont diminué grâce à la récupération des fumées pendant le processus de transformation. Un système qui permet aujourd'hui de procurer de l'énergie verte renouvelable à 15 000 foyers. Grâce à la technologie, on peut réussir à optimiser la partie électrique, à baisser nos consommations en termes d'électricité, à produire plus d'électricité avec moins de matières premières. Donc en fait, on a énormément de défis qui arrivent avec une mutation complète des nouvelles technologies. Et tous ces secteurs font qu'on arrive à produire en local. L'entreprise a effectué une levée de fonds d'un montant de 65 millions d'euros en 2018. Le but, faire évoluer le site de Gier-sur-Seine et créer une exploitation à Bordeaux. Il y a une forêt qui est la forêt des Landes, qui est assez importante, avec des acteurs qui existent déjà, qui sont déjà présents. Notre souhait, c'est reprendre les activités qui étaient historiques sur le site. Par la suite, l'entreprise ne souhaite pas exporter à l'étranger, mais envisage de s'établir directement sur place. Objectif, permettre aux citoyens de consommer local et non des produits importés. C'est pas forcément exporter du charbon de bois français à l'étranger. En tout cas, ça peut l'être, mais ça restera très marginal. Par contre, aller à l'étranger pour produire pour le marché local, oui. Ça, c'est et produire de l'électricité en local, oui. Et faire du charbon de bois en local, oui. Il y a 10 ans, ils étaient une vingtaine de salariés. Aujourd'hui, plus de 80 personnes travaillent sur le site qui continue de croître.
Si vous n'aviez pas eu la contrainte environnementale, est-ce que vous auriez mené tous ces projets ? Alors, on pense que oui, mais la contrainte nous a permis d'accélérer en fait finalement. C'est-à-dire qu'on pensait avoir le temps et finalement on s'est dit on a une obligation à très court terme. Et pour avoir cette obligation à très court terme, pour pouvoir finalement sortir une valeur ajoutée, on a mis tout de suite en place un bureau d'études. On a fait focus sur la France avec la production locale, du circuit court, distribution aussi en local. Et essayer, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a dans la rupture technologique qu'on a réussi à mettre en place avec nos équipes, on est passé quelque part sur une technologie on peut parler de la bougie. Alors on peut passer des années à transformer une bougie, à essayer que la flamme soit un peu plus belle, un peu plus grande, etc. Mais finalement, le LED, c'est la vraie rupture. Et le LED, dans notre métier, c'est ça la vraie différence qu'on a. Pour mener tous ces projets, vous avez levé 65 millions d'euros. C'est peut-être aussi pour ça que vous dites que vous êtes une start-up. Mais comment on fait pour rester indépendant quand on lève autant d'argent ? Alors, l'indépendance pour une entreprise familiale est essentielle, ne serait-ce que pour le bien-être de l'ensemble de collaborateurs, parce qu'on est plus proche d'eux, tout le temps de leur côté, et on ne peut pas perdre cette âme d'entrepreneur. Et finalement, effectivement, si jamais il y a d'autres personnes qui viennent nous donner des directives et qui n'ont pas la même vision que nous, c'est plus compliqué. Et on peut dire, je prends 65 millions d'euros et je reste le patron ? Alors, on peut le dire, alors c'est pas aussi facile, on a quand même des contraintes, on a quand même des comptes à rendre, effectivement, on a quand même des comptes à rendre, mais effectivement, compte tenu de la croissance que l'on a, du marché qui est en face, aujourd'hui, le charbon de bois pour barbecue est un marché d'import, on essaie de transformer et réindustrialiser cette activité. Justement, vous installez un site à Bordeaux, c'est le deuxième site, avec le même fonctionnement, charbon de bois et production d'électricité. Pourquoi Bordeaux ? Alors à Bordeaux, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un ancien carbonisateur, parce qu'à l'époque le métier s'appelait comme cela, et qui avait déjà un site dont il a arrêté il y a plusieurs années, donc c'était plus facile de reprendre un endroit industriel qui était quasi abandonné et de le transformer. Et de le retransformer avec un outil moderne et propre. On pourrait imaginer que Bordeaux, Gai-sur-Seine, Bordeaux, et ensuite il y en ait 10, 15, 20, 30 ans en Europe. Exactement. L'objectif, c'est la politique de la myrtille, non pas de la pastèque, c'est-à-dire faire des petites usines à taille humaine avec un emploi local, avec une ressource locale. Donc sur la France, c'est éparpillé. En gros, le marché français, c'est 130 000 tonnes. Nous, aujourd'hui, on a 30 000 tonnes. Pouvoir en faire un peu plus et aller sur l'Europe avec un focus sur l'Allemagne également, qui est un marché limitrophe et intéressant et important. On se retrouve pour la dernière partie de Réussite, l'occasion pour nos invités d'échanger leur point de vue sur le développement économique de l'Aube. A tout de suite.